What is up, family? We have another Patreon request. Pourquoi ces règles de censure? Bordel. Ah non, ça dit pas ça. Juste bordel. Why there's so many censors is what I'm guessing. Bordel, oui. Because we live in a very soft world. It's very simple. The world has gotten very, very soft. We used to be able to just say it how it was, say what you felt, end of story. You either liked somebody, you didn't, and that was the end of it. And everybody went on their business for the day. And now, censored. It'll get you canceled. It'll get you in trouble. Somebody will label you with a phobia. Attention. Today, very soft, the world. Very doux. Ah! Il pensait... Mais oui, je le connais, celui-là. Il Salut pensait... les gens, aujourd'hui on va de parler de cette bataille. Oh, I like your shirt, bro. Tu vois, il est pas con. Because that's another ridiculous rule. You can show all the tits you want in the world. Make sure there's no nipples on them, though. It's so fucking stupid. I don't know. That's okay. You see, this is okay because there's no nipples. It's the nipples that offend people. Anyway, let's go. De censure de que tentent de nous imposer ces de leur grand-mère. Alors, ça, alors, that doesn't offend me at all. At all. They're just words. They're just words. Who cares? Why would a word bother you? I think that we use the word fuck in my house more than the word the. It's just the way it is. It's just a word. Pour tenter de nous imposer leur vertu à tous. Oh. Ils ont... Je sais pas si vous avez compris du coup, hein, avec tous ces bips, mais aujourd'hui du coup on parle de censure. Conséquemment, petit disclaimer. Cette vidéo va sans l'ombre d'un doute contenir un certain nombre de gros mots. Elle va également montrer de la nudité pas du tout obscène, mais que les règles de YouTube considèrent comme des horreurs qui ne doivent en aucun cas être infligées au public. Oh, he's talking about YouTube. Oh, he's talking about YouTube censorships. Calme-toi. I'm not gonna say nothing. Non, je vais écouter. En aucun cas, sauf dans le cadre de l'exception EDSA, pour Educational, Documentary, Scientific and Artistic. Cette vidéo-ci que vous êtes en train de regarder relève par sa nature pédagogique de l'exception EDSA et ne devrait donc pas être censurée. Your move, YouTube. Hey, your move, YouTube, yeah. There we... But the best is when you watch a video that's already supposed to be censored, but it's not. And then you watch it, you repost it on your channel, and you get in trouble. Because you have now broken a community guideline for reacting to a video that's also on YouTube with the exact same content. But it's okay on their channel. It's just not okay on yours. Yeah. Makes sense of that one. Notre histoire commence étonnamment en Europe et encore plus étonnamment au XVIe siècle. En 1534, en Angleterre, était mis un texte de loi intitulé Acte de suprématie, parce que ce texte définit la suprématie du souverain anglais, roi ou reine, dans absolument tous les domaines que ce soit, y compris le domaine religieux. Ce que dit ce texte en substance, c'est désormais nous ne dépendons plus du pape, mais du roi ou de la reine britannique. C'est le début de l'église anglicane. Et alors pourquoi un tel texte ? Henri VIII était marié à Catherine d'Aragon, mais ensemble, ils n'avaient pas eu d'héritier mâle. Le roi a alors demandé au pape l'autorisation de divorcer, et le pape, évidemment, il a dit « Bah non, mais le roi, c'est le roi !» Et donc, il s'en est battu les couilles. Et il a quand même divorcé. Et du coup, il a été excommunié, d'où ce texte de loi. Et alors là, immédiatement, je vais autoriser un deuxième niveau de parenthèse, mais vous inquiétez pas, ça va être hyper rapide, mais c'est important.
vous allez voir que tout au long de cet épisode, on va être plus ou moins constamment confronté à de l'hypocrisie plus ou moins assumée. Je répète ce qu'on vient de dire il y a quelques secondes, l'église anglicane a été créée entre autres parce que l'église catholique, apostolique et romaine ne voulait pas entendre parler du divorce. Et si vous vous intéressez un tout petit peu à la famille royale anglaise, vous savez qu'en 1936, le roi Édouard VIII a dû abdiquer. C'est à cause de ça que son jeune frère est devenu le roi George VI et puis sa fille Élisabeth, la reine d'Angleterre, qui a été reine pendant environ 186 ans. Et Édouard VIII a été contraint d'abdiquer parce qu'il voulait absolument épouser une femme qui était 2 fois divorcée. Ce qui était juste impensable. 400 ans après Henri VIII, donc. Donc, la loi, l'église anglicane. Et ces événements coïncident peu ou prou avec le processus de réforme protestante un peu partout en Europe. C'est bien que lorsque l'église anglicane est fondée, alors ok, c'est plus l'église catholique, mais personne ne sait vraiment dire ce qu'est ou ce que n'est pas cette église. Et ce qui est bien en matière de religion, et ça l'histoire nous l'a toujours prouvé, c'est que quand les gens sont pas d'accord sur la religion, ça se passe toujours dans le calme et la bienveillance. Donc, une guerre civile qui va durer des décennies, au cours desquelles l'église anglicane va tenter de se définir afin de déterminer de quelle façon est-ce qu'elle contrôle ou pas les affaires du peuple. Et parmi les différents courants de la réforme anglaise, c'est comme ça qu'on appelle cette période la réforme anglaise, on trouve un mouvement issu du calvinisme, mais un petit peu plus vénère que les autres. Des genres de puristes, si vous voulez, dans ce sens qu'ils souhaitent purifier l'église anglicane de tout ce qui peut lui rester de plus ou moins catholique. Et ce, dès 1559. Et pourquoi 1559 ? Parce qu'en 1559, et sous l'impulsion de la reine Élisabeth Ier, est émis le 2e acte de suprématie. Élisabeth Ier, donc, elle règne sur un peuple qui est globalement divisé entre, d'une part, les anglicans, mais d'autre part encore les catholiques. Parce que c'est pas tout à fait naturel à cette époque d'envoyer simplement chier le pape. Et elle va mettre en place une politique qui, d'une part, va rompre définitivement les liens avec Rome, mais en plus va permettre de formaliser justement ce qu'est l'église anglicane. Elle devient officiellement gouverneur suprême de l'église d'Angleterre, et tous les fonctionnaires de l'État doivent lui prêter un serment de loyauté, le serment de suprématie, s'ils souhaitent conserver leur poste. Mais dans le même temps, elle abolit les lois d'hérésie afin d'éviter qu'on continue de persécuter les catholiques qui restent. Le pape, vous vous en doutez, va réagir avec calme, bienveillance et sérénité. Pie V, c'est lui à l'époque, et il va émettre une bulle. C'est comme ça qu'on appelle une loi émise par le pape. On appelle ça une bulle papale. Et notez que, pour les catholiques, une bulle papale, ça a quasiment valeur de dogme. Pie V, donc, émet une bulle papale en 1570, intitulée Regnans in Excelsis. Alors, ce titre, en réalité, c'est les 3 premiers mots de la bulle en question. Hein, c'est pas le titre, c'est les 3 premiers mots, voilà. Et ça signifie littéralement « ceux qui règnent en haut », indiquant que ce qui va suivre dans sa bulle, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Dans cette bulle, il excommunie Élisabeth Ier, prétendument reine d'Angleterre et servante du crime, et en gros, il dit qu'il ne faut pas lui prêter allégeance et que ceux qui lui prêtent allégeance seront automatiquement excommuniés. Et cette bulle appelle également à renverser la reine. Calme, bienveillance, sérénité. Plus tard, en 1580, le pape Grégoire XIII, il adoucira un peu le truc en disant que les gens peuvent tout de même obéir à la reine pour les affaires civiles. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle soit renversée. Et alors, juste pour vous donner un petit élément de temporalité, ce truc-là n'a pas été supprimé avant 1867. 1867. Et alors du coup, je vais me permettre, parce que là c'est vraiment trop facile, je vais me permettre une petite comme ça sur l'hypocrisie, parce que donc là, on a une bulle papale qui a été supprimée après 300 ans, hein, d'accord ? Et seulement 3 ans plus tard, pas 30 ans, pas 300 ans, 3 ans plus tard, est émise une nouvelle bulle papale, intitulée « L'infaillibilité pontificale ». C'est une bulle qui dit que en matière de foi, le pape ne se trompe jamais. Ah! C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. 3 ans après avoir supprimé une bulle qui datait de 3 siècles. Dieu, que cette vidéo va être longue. Bref, je le disais, à partir de 1559... Oh yeah, this is definitely going to be a part 1 and part 2 video. Le calvinisme va tenter de purifier l'église anglicane de tout ce qui lui reste de plus ou moins catholique. Et ça va créer un nouveau courant qui va s'appeler le puritanisme. Sauf que, évidemment, pour les puritains, les anglicans ne vont pas assez loin. Sauf que les anglicans sont plus nombreux. Donc, à force que les puritains viennent les faire chier, les anglicans vont finir par réagir un peu vertement, ce qui va pousser les puritains à se barrer massivement, notamment vers le Nouveau Monde, en Amérique du Nord donc. Et ils vont y fonder les premières communautés anglophones à l'origine des États-Unis d'Amérique. Les fameux pères pèlerins
ceux que les Américains commémorent à Thanksgiving, qui sont arrivés par le Mayflower en 1620, c'est de eux dont on parle là. Hein. Et on va un peu avancer maintenant dans l'histoire, hein, parce qu'à partir de maintenant, on va s'intéresser au puritanisme américain. Mais il faut être clair sur un truc. Oui, ce qu'on appelle classiquement le puritanisme américain trouve bien ses origines dans le puritanisme dont je viens de parler, mais non, le puritanisme américain n'est pas ce mouvement issu du calvinisme. C'est autre chose. 20e siècle, États-Unis d'Amérique, le cinéma est sur le point d'arriver, d'abord comme une attraction de cirque avant de devenir quelque chose de plus important. Mais il y a également autre chose qui va arriver aux États-Unis. La prohibition. Mais avant d'en parler, il faut d'abord qu'on parle d'Adolf Zukor. Adolf Zukor est un juif hongrois né en 1860. Un juif? Oh, Adolf. Non, ça dit Adolf. You have a Jewish guy. Is this a joke? This Jewish man's first name is Adolf? Oh là là. Wow! 13 est mort en 1976, à l'âge de 103 ans. Et je passe sur le fait qu'avant 39-45, s'appeler Adolphe, c'était pas particulièrement problématique, y compris pour un juif. Adolphe a seulement 1 an lorsque son père décède et 8 ans lorsque sa mère décède. Il est ensuite élevé par le frère de sa mère, qui est rabbin. En Hongrie circulent des lettres d'émigrés aux USA qui laissent entendre que là-bas, tout est neuf et tout est sauvage, libre continent sans grillage, faux du cœur et faux du courage, mais tout est possible à mon âge si tu as la force et la foi. L'or est à portée de tes doigts. Ah. Yeah, that's when America had this thing. It was called the American Dream. Yeah, the American Dream. Yeah. Back then we had that. It was something. It was called the American Dream. Yeah. Oh, today that shit don't exist no more. There's no more American Dream. C'est pour ça que j'irai là-bas. Le jeune Adolphe souhaite alors partir et en 1888, il obtient une petite somme d'argent provenant de la fondation d'orphelins dont il dépend pour aller rejoindre son frère qui étudie à Berlin. De là, il prend un billet pour partir en Amérique. Il convertit son argent en argent américain, en dollars américains, 40 dollars américains, qu'il coud à l'intérieur de sa veste pour ne pas risquer de se les faire tirer. Il part donc en Amérique à 15 ans, il arrive à New York où là, il va être accueilli par des proches, des parents et des amis. Et ça, c'est très bien, c'est très important parce que c'est la différence entre arriver là-bas et réussir ou arriver et c'est direct la merde. Il va rapidement apprendre tout ce qu'il y a à savoir du métier de fourreur, si bien qu'il va partir très rapidement pour Chicago pour y monter sa propre entreprise qui va tellement bien fonctionner qu'on dit de lui qu'il roule sur l'or à 19 ans. Il rencontre celle qui va devenir sa femme, l'épouse en 1900, puis rapatrie sa société à New York où il va s'associer avec un autre fourreur qui s'appelle Marcus Loeb. En 1902, et je vous jure que je vais quelque part avec cette histoire, j'ai pas perdu de vue de quoi on est censé parler, en 1902, il décide de diversifier un peu ses activités et commence à s'intéresser au domaine justement du divertissement. Notamment après avoir découvert les penny arcades. Et les penny arcades, c'est ce dont j'ai très brièvement parlé il y a quelques minutes. C'est-à-dire que vous donniez un penny et puis vous assistiez à la projection sur un écran d'un petit film, type Arrivée du train en gare de la Ciotat. Voilà, ce genre de film. Et un penny, c'est un cent. Voilà. Et avec l'inflation, un penny de l'époque, c'est à peu près 40 cents d'aujourd'hui. Donc c'est très abordable. Zukor va rencontrer Michel Marc, qui possède un de ces machins de cirque, là, et il va s'associer avec lui, il va mettre 75 000 $ dans l'entreprise pour pouvoir créer sa propre arcade. Et alors, 75 000 $ de l'époque, c'est à peu près 2,7 millions d'aujourd'hui. Donc il fallait... Holy shit! Yeah, I was gonna say, that's a lot of money. Fallait y croire. Et là, j'annonce qu'on est pile poil dans ce qu'on appelle le rêve américain. C'est-à-dire que le mec peut absolument tout perdre, mais se dit que s'il perd tout, il lui suffira de recommencer. Et en 1903, ils ouvrent l'Automatique Vaudeville Company sur la 14e rue avec une centaine d'installations. Et alors, c'est principalement des phonographes, mais il y a également quelques films, des punching balls, des stands de tir, ce genre de trucs, voilà. Et à chaque fois, un penny l'activité. Le truc rapporte entre 400 et 700 $ par jour, soit l'équivalent actuel de 15 à 25 000 $. C'est-à-dire que c'est un tel carton que Zukor décide de se débarrasser de son affaire de fourrure pour se consacrer exclusivement à ça. Et en même temps, on va être honnête, je comprends la logique. C'est-à-dire qu'une boîte comme ça, alors au début, vous investissez pour la monter,
Mais ensuite, je veux dire, ça tourne tout seul, il n'y a rien à faire. Il y a juste Exactement. It's like a laundromat. besoin de venir tous les soirs pour récupérer la recette, c'est tout. It's like a car wash. Et voilà, en 1905, il y a deux choses qui vont se produire. La première, c'est déjà une baisse de fréquentation. Oui, parce que, si vous voulez, ça a beau être impressionnant, si vous ne changez pas les films, eh ben, au bout de 300 fois que vous avez vu le train arriver à La Ciotat, ça finit par vous saouler. Je veux dire, c'est normal, quoi. Hein, genre. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que pour contrebalancer tout ça, Zukor transforme peu à peu l'activité du truc en activité de music hall. Avec donc chanteurs-chanteuses, entr'actes, spectacles, mais pour toute la famille. Voilà. Et ça, vous le gardez dans un coin de votre tête, que Zucker a compris que pour faire prospérer son activité, non seulement il a besoin de plus de films, mais il a besoin que le tout reste accessible à toute la famille, y compris les enfants. Et la formule marche, hein. Zucker, c'est à nouveau carton plein, à nouveau le pognon qui tombe, etc. Il s'associe avec Love, dont on parle. What just happened here? We're talking about this guy's amazing business ideas. What's that got to do with censorship? Parlait tout à l'heure, en 1912, et il développe toute une chaîne de théâtre. Mais Zucker aimerait bien disposer de films un peu plus longs que ce catalogue de films. Oh, that's why. We're talking about the movie business. Now we're going to start talking about he got hit with having to deal with censorships. De 3 minutes, voilà quoi, c'est bon. La durée de ces films, figurez-vous, est limitée arbitrairement par la Motion Picture Patents Company, la MPPC, qui contrôle l'industrie encore naissante du cinéma. Et est-ce que vous savez ce que c'est l'autre nom de la MPPC? Canal Plus. Edison Trust. Oh, n'oubliez pas les gens, parce que je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais on est au début du XXe siècle aux États-Unis, donc s'il y a du pognon à prendre, évidemment que Thomas Edison est dans le coup. Parce que Thomas Edison est un homme d'affaires brillant, à défaut d'être l'inventeur génial qu'on essaye de nous vendre depuis un siècle. Et le Trust, donc Edison Trust, eh ben ils ont le monopole de la vente de pellicules. Est-ce que c'est pas super malin? En plus de ça, ils chargent une taxe de $2 par semaine aux exploitants de salles pour l'utilisation du projecteur breveté. Évidemment. Bref, Zucker apprend qu'un réalisateur français, Louis Mercanton, souhaite réaliser un film de 4 bobines de film, soit une 40aine de minutes, mais qu'il n'a strictement pas les moyens de le produire. Zucker va alors négocier avec l'agent du réalisateur pour avoir les droits de diffusion aux États-Unis. Il va négocier ça $40,000. Et le film va pouvoir être tourné. Le film s'appelle La Reine Elisabeth, avec dans le rôle titre Sarah Bernard, qui est une des actrices les plus célèbres au monde à l'époque. Et le film va être projeté à Broadway, et ça va être un immense succès. Avec deux différences. Deux différences avec le machin qui valait un penny dont on parlait tout à l'heure. Déjà, les gens qui assistent à ce film sont des gens qui sont de classe un peu plus aisée, qui sont plus riches que tous les gens qui venaient s'entasser dans les arcades pour voir le train arriver à La Ciotat. Voilà. Donc le cinéma est en train de devenir un truc un peu hip. Ensuite, le succès de ce film, ainsi que la possibilité de faire des films plus longs que simplement la durée d'un court sketch, eh ben, ça commence à intéresser de plus en plus de comédiens du théâtre. Bah oui, parce que avant, tourner dans un film qui passait au cinéma, c'était un peu la honte, quoi. Alors que là, ça commence à devenir un truc, un genre de tremplin pour être connu vraiment à une beaucoup plus grande échelle. Si tant est que les acteurs soient intéressés par le fait d'être connus. Possible, comme quoi il n'y a vraiment pas grand-chose qui change. Voilà. Donc là, je m'adresse aux plus jeunes parmi vous. Voilà. Si vous ne le savez pas, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les acteurs qui jouaient au cinéma refusaient de faire de la télé. C'était un peu la honte de faire de la télé. Alors qu'aujourd'hui, c'est à la télévision qu'on trouve les plus grosses fictions quasiment. And now it's almost the opposite. They would rather do a Netflix or a streaming film or a TV series, you know, seasons with episodes, rather than a movie. It's amazing how things have changed. À part bien sûr les gros blockbusters, mais sinon les grosses fictions dans la durée, etc., c'est à la télé maintenant. À la télé ou sur les plateformes, c'est pareil. Je veux dire, voilà, il y a quelques années, qui aurait voulu une exclue avec Netflix? J'ai dit, pourquoi faire? Et pareil avec YouTube, TikTok, tout ça. Bref, l'hypocrisie, voilà, tout ça. Zucker, du coup, eh ben, il est chaud et il lance un studio de production qu'il appelle Famous Players in Famous Plays, qu'on peut traduire littéralement par des acteurs connus dans des pièces connues. Comme ça, le programme, il est clair. Et après quelques années et quelques succès, Zucker, il a une nouvelle idée.
il se dit que en fait, ce serait pas con de lancer des carrières en fait. Et c'est ce qu'il va faire. Il va prendre des jeunes comédiens pour lancer leur carrière. Ça va être le cas par exemple de John Barrymore, le grand-père de Drew Barrymore. Parce que le monde est petit, mais alors le monde d'Hollywood, il est vraiment rikiki. Et rapidement, sa société, donc Famous Players, se retrouve à produire plus de 30 films par an. Avec des durées qui peuvent aller jusqu'à 60 minutes par film. Mais la distribution est pas rentable, parce que les États-Unis, c'est grand, et que chaque État a son propre fonctionnement et ses propres intermédiaires. Zukor va alors s'associer avec un gars qui s'appelle Hodkinson, et qui possède une entreprise à même de distribuer des films de façon nationale, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Paramount Pictures Corporation. Oh yeah, I think I heard of them before. Oui. Zukor, il va continuer ce qu'il fait, il va continuer à produire des films, etc. Mais dans le même temps, il va petit à petit racheter les parts de ses différents associés jusqu'à devenir le propriétaire de Paramount. Et alors, smart. And that's how it all begins, people. That's how the monopoly begins. Pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire d'Adolphe Zukor? Oui, parce que j'aurais pu vous raconter l'histoire de Carl Laemmle, le créateur d'Universal Pictures, qui a été le premier à se rebeller contre l'Edison Trust. Alors pourquoi Zukor en particulier? Mais parce que Zukor, dans son idée dont je vous avais parlé, je vous avais dit de vous la mettre dans un coin de la tête, dans son idée de produire des spectacles familiaux, a édicté en 1920 une série de recommandations, telles que l'interdiction de situations inconvenantes, le triomphe de la vertu sur le vice, l'affirmation qu'une inutile exposition de nus est dangereuse. En bref, il se bat pour imposer sa morale au sein de Paramount et par extension dans le cinéma dans son ensemble. Et puisqu'il est important pour moi dans cette vidéo de ne pas du tout faire l'impasse sur l'hypocrisie, je vais maintenant vous parler d'un gars dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler mais qui est hyper important pour cette histoire. Parmi les acteurs qui bossent chez Paramount, qui sont littéralement les employés de Zukor, il y en a un qui s'appelle Roscoe Arbuckle. Ouais, mais alors d'abord, il faut qu'on parle de prohibition, parce que sinon, il n'y a pas de contexte. La prohibition, vous savez ce que c'est une courte période de l'histoire des États-Unis durant laquelle l'alcool a été interdit. Mais en réalité, c'est un peu plus que ça. En réalité... That's what we had the highest suicide rates during that period. Because no, I don't know, I just made that up. But, I mean, no alcohol. What? Could you imagine? La prohibition, c'est un mouvement qui démarre dans les années 1820. Quand les pasteurs tentent d'élever la moralité de la population et d'améliorer la situation des gens les plus pauvres. Puis il y a un certain nombre de femmes qui se sont associées à ces pasteurs en faisant notamment un lien qui est pas du tout déconnant entre alcool et violence conjugale. Apparaît alors en 1826 la Société américaine de tempérance et par la suite de nombreuses associations dites de tempérance, avec notamment la WCTU, la Women's Christian Temperance Union, l'Union chrétienne des femmes pour la tempérance, union constituée exclusivement de femmes chrétiennes et dont le slogan est « Les lèvres qui touchent de l'alcool ne toucheront pas les nôtres ». Alors déjà, on va tout de suite noter un truc. Tout ce mouvement anti-alcool, qu'on le comprenne ou qu'on le rejette, c'est un mouvement chrétien. Et plus précisément, c'est un mouvement puritain au sens où on en parlait plus tôt, c'est-à-dire vraiment au sens religieux du terme. En 1851, l'État du Maine limite légalement la vente d'alcool et sera suivi dans les années qui suivent par 12 autres États en 1855. On appelle ces États les dry states, les États secs, et puis des autres on les appelle les wet states, les États humides. Les États humides d'Amérique. Chut. Les mouvements de tempérance feront la liste des lieux où il est possible de consommer de l'alcool, principalement des bars et des saloons, où les hommes s'adonnent à leurs vices. Et on va noter un truc important pour la suite. And you know why most of them are called dry states? Well, I mean, I suppose there's more than just one reason. But do you know, to get a license to sell liquor, over here in New Jersey, for example, I think it's like $150,000. I know this because my wife's cousin owns a bar. And the most expensive thing about that whole damn bar was getting that liquor license. Because God forbid you try to sell alcohol without the state making money off you. You know? You have to understand that over here in America, somebody's pockets, somebody, we don't know who, but there always has to be somebody. Il a des poches qui sont pas assez pleins.
Tu comprends? Alors, il a toujours une raison pour payer ça. Et payer ça, il faut payer ça. Et quand tu as fini de payer ça, ça et ça, n'oublie pas, il faut aussi payer ça. Et tout ça, ça va dans quelqu'un's poche. We don't really know what the hell they do with it. It's just, I mean, it's ridiculous. It's very, you know, cigarettes. Cigarettes kill people. It's terrible. You get lung cancer. It's very bad for you. So the government said, I know what we'll do. We can make billions off cigarettes. We'll tax the shit out of cigarettes. So one box of cigarettes, a pack of cigarettes, probably costs about, I don't know, 70 cents. And today it's like $15 for one pack of cigarettes. So the government sticks 14 in their pocket, and then they go, listen, the reason we're doing that is because cigarettes are very bad for you. We don't want you guys to go out there and buy it anymore. So we are going to make the price ridiculous. That'll make you stop smoking. And nobody stopped smoking. Everybody was still smoking. It's just that in the last 15 years, around there, people just got smarter. They actually realized, oh shit, you could die if you keep smoking. Oh shit, when I go up the stairs, I'm out of breath. Oh shit, when I wake up in the morning and I spit in the sink, there's some black shit in there. What is that? Yeah, it's part of your lung. It's probably not a good thing. Although people, fortunately, got smarter and smarter. I don't know. My kids are in their 20s. And they have never smoked a cigarette in their lives. Now, they vape. I know they vape. I know they do. Because every damn stupid kid vapes today. Not realizing that this and adults. Well, see, I vape to go to sleep. They vape, I don't know, like, you know, it's not even like to get high. It's just like, well, what the hell was the point of what you just did? I like the taste. It tastes like watermelon. What? Flavored smoke? That's what you bought? And of course, there's nicotine in the shit. There's nicotine, so they get addicted. But in terms of tobacco smoke and smoking a club, as you guys would say, une club, je crois à peu près c'est fini ça. Je sais pas comment c'est dans la France, mais ici, même dans les voitures, si tu regardes, quand tu as un feu rouge, tu arrêtes, you look around. It used to be tout le monde. Yes, some now. Nobody. You know, maybe you'll see two people, maybe in a week, you'll see two people smoking in their car. I mean, it's very rare. And it's not because of the price of cigarettes. It's because people just got smarter. So, I don't know. Everything has a reason. Everything has a reason for this. But I am glad to see people I don't know how the hell I got into cigarettes. I started off with alcohol. I started off with liquor licenses, and I ended up with cigarettes. Okay, anyway. Petite parenthèse. L'Amérique, c'est jamais un sujet simple à traiter. Parce que c'est très grand, que c'est très compliqué, et que l'Amérique est capable du meilleur comme du pire. Il serait super facile pour moi de présenter la WCTU comme simplement un ramassis de meufs complètement casse-couilles et aveuglées par la religion. Et d'un certain point de vue, pour les gens de l'époque, sans doute qu'effectivement ces meufs c'était des casse-couilles et elles sont effectivement aveuglées par la religion. Mais il y a plus que ça, parce qu'elles ne s'attaquent pas qu'à l'alcool, elles s'attaquent également à la prostitution, au sujet de la santé publique, du droit des femmes, notamment au droit du travail et au droit de vote. Il faut bien imaginer que la WCTU, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur au point d'avoir des représentants à Washington et de compter en 1918 près de 250 000 membres. Un quart de million. Bref, vous l'avez compris, les États-Unis, c'est jamais vraiment tout blanc ou tout noir. Même si, très honnêtement, c'est souvent beaucoup plus presque blanc et presque noir que gris. Donc, l'interdiction de l'alcool prend de l'ampleur. Yes, it's an extreme left, extreme right, and yeah. Dans tout le pays, et c'est la Première Guerre mondiale qui va accélérer le processus. Parce que les brasseries vont être soupçonnées d'être dans les mains d'intérêts allemands.
Bref, les lobbies poussent comme ils peuvent et un 18e amendement à la Constitution est adopté en 1919, le Volstead Act. Il interdit la fabrication, la vente et le transport de toute boisson contenant plus de 0,5% d'alcool, à l'exception des alcools médicaux et du vin de messe. On note cependant que ce texte n'interdit pas explicitement la consommation d'alcool. Mais les catholiques aux États-Unis sont majoritairement opposés à ce texte, ce qui va créer des tensions entre les catholiques et les puritains, ce qui va pousser le président Harding à écrire au Vatican pour essayer de calmer le jeu, en lui disant que ça, c'est bon, pour l'Église catholique, il y aura toujours du stock, t'inquiète. Et donc là, on entre effectivement dans la prohibition telle qu'on la connaît. Elliot Ness, Al Capone, les incorruptibles, tout ça, voilà. Et donc, Roscoe Arbuckle. En 1919, lorsque Roscoe Arbuckle signe un contrat de 1 million de dollars avec la Paramount, 1 million de dollars à l'époque, c'est à peu près équivalent à 18 millions de dollars maintenant. Roscoe Arbuckle est déjà une star du niveau de Chaplin, pour vous donner une idée. Voilà. Il a joué dans une série de courts-métrages dans lequel il interprète le personnage Fatty, qu'on pourrait traduire par grassouillet. Voilà. Un personnage à qui il arrive multiples péripéties dans des courts-métrages comiques. Juste pour vous donner une idée, est-ce que vous savez qui joue souvent un second rôle dans les courts-métrages de Fatty Arbuckle ? Je savais, il n'avait pas de fenêtre. Buster Keaton. Sans Arbuckle, il n'y a pas de Buster Keaton. Ok ? J'insiste un peu parce qu'il faut bien comprendre que ce gars-là, à ce moment de l'histoire, c'est un des mecs les plus bankable de la planète au niveau de Chaplin. De plus, j'annonce aussi que à ce moment de l'histoire, Roscoe Arbuckle, il n'a jamais vraiment défrayé la chronique, et que par ailleurs, la chronique n'a jamais été vraiment défrayée par quoi que ce soit. Arrive le lundi 5 septembre 1921, le jour du Labour Day. Vite fait, le premier lundi de septembre aux États-Unis, c'est la fête du travail. C'est comme notre 1er mai à nous. Sauf que comme pour eux, c'est toujours le premier lundi de septembre, bah ça leur fait mécaniquement un week-end de 3 jours, où ils font la fête, classiquement. Le week-end du Labour Day, donc, Arbuckle et 2 de ses amis, Lowell Sherman et Fred Fishbach. On ne fait pas de fête. We go to the shore for 3 days. If you're lucky, you get to see the beach for 1 or 2 days. Voilà, ça c'est des fêtes. Ça c'est des fêtes. Or you stay home and you have a barbecue and you invite some friends over. Ok, peut-être ça c'est une fête. Ok. Organise une fête au St. Francis Hotel de San Francisco, au 12e étage. Ils ont réservé les chambres en 1219, 1220, 1221, 3 chambres communicantes avec dans l'idée de dormir dans la 19 et la 21 et de faire la fête dans la 20. Les 3 gars arrivent le samedi avec 2 copines showgirls et, malgré la prohibition, des grandes quantités d'alcool vont être consommées. On va pas se voiler la face, c'était clairement le but de ce genre de fête. L'histoire ne dit pas précisément comment Virginia Rape, une jeune actrice mannequin. What the fuck kind of names are these? Chocolat. Virginia Rape. That's like the worst last name I've ever heard of. S'est retrouvée à cette soirée, toujours est-il qu'elle s'y est retrouvée. Et pendant la fête, elle va se plaindre de plus en plus de douleurs abdominales. Ça va aller de moins en moins bien, à tel point qu'on va finir par l'amener dans une autre chambre, la 1227, et qu'on va finir par la conduire même à l'hôpital, où elle décédera le 9 septembre. Jusque-là, vous allez me dire, ok, c'est pas ouf, mais bon, c'est juste un fait divers, quoi. Sauf qu'à l'époque, on voit apparaître une presse qui commence à s'intéresser un peu plus au nombre de tirages qu'à la déontologie journalistique. En gros, il y a 2 écoles de journalisme qui vont apparaître, de ce qu'on va appeler par la suite la presse à scandale. Vous avez d'un côté, sur la côte Est, le précurseur de la presse à sensation et d'investigation, Joseph Pulitzer, qui donnera son nom au prix Pulitzer. Et de l'autre côté, sur la côte ouest, également précurseur de presse d'investigation, et que si c'est de la fake news, c'est pas bien grave, William Randolph Hearst. William Randolph Hearst, qui inspirera le personnage de Charles Foster Kane dans le film Citizen Kane. Bref, la presse à scandale, c'est un truc qui commence à être de plus en plus puissant dans les années 20, et là, elle se retrouve confrontée à une situation dans laquelle il y a une jeune femme qui est décédée pendant une soirée alcoolisée en présence d'une des plus grandes stars d'Hollywood. Le scandale éclate et à partir de là, ça va partir dans tous les sens. Et alors, les gens, je préfère être clair,
tout de suite. Personne ne sait ce qui s'est passé pendant cette soirée-là. Il y a énormément de théories, certaines basées sur des faits, certaines généralement plus spectaculaires, basées... That is a long time ago when they had no resources like they do today. No DNA tests, nothing. I mean, listen, if you wanted to kill and murder people, in the 1900s was the time to do it. Because it was probably hard as hell for the police to catch you. Unless you were really a stupid dumbass and left clues all over the place. I mean, if you were just a little bit meticulous, we could probably got away with all kinds of shit back in those days. Today, good luck. Today, different story. Today, they would know exactly why she died that night. You know what I'm saying? Okay. Uniquement sur des on-dit, personne ne sait précisément ce qui s'est passé. L'autopsie va révéler que Virginia Rape est décédée d'une rupture de la vessie, mais elle va également montrer des signes de péritonite antérieurs à la soirée, et enfin que cette rupture de vessie, a priori, n'a pas été causée par une cause extérieure. Sauf que je l'ai dit, Arbuckle, il n'a jamais défrayé la chronique, c'est un type marié qui a une image plutôt sympathique auprès du public. Mais voilà, il a signé un contrat d'$1 million. C'est une barrière symbolique qui est tombée. Et ça va intéresser la presse. Avec le San Francisco Examiner, qui appartient à William Randolph Hearst, une campagne de presse autour de cette affaire va déclencher des ventes ahurissantes dans tout le pays. Oh là là. Hearst dira lui-même que cette affaire lui aura rapporté plus d'argent que l'affaire du Lusitania, alors que c'est cette affaire qui a fait rentrer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Le bruit qui s'intensifie, c'est que Arbuckle a violé Virginia Rape. I was going to say before when I found her name out, I was like, but that would not be a funny joke at all. And here it is. I was going to say something like, imagine if she ever got raped. I swear I was going to say it, but I didn't say it. And now, voila. Who knows? Et qu'il a causé sa mort à cause de son poids. Et alors là, je sens que vous... Because of her weight. Quoi? Et qu'il a causé sa mort à cause de son poids. Et alors là, je sens... See, that thing... Son poids. His weight. Oh, I see. Oh, my goodness. You really have to be one fat bastard to actually literally crush a woman to death by having sex with her. Damn. Vous êtes partagé, hein? Ouais. C'est-à-dire que le gars est accusé de viol, hein, donc putain, ça pue, c'est méchant et tout, mais en même temps, c'est ultra grossophobe de laisser entendre que simplement parce qu'il était gros, il a causé sa mort. Je sens que vous êtes un peu... vous savez pas trop comment s'y est. Alors, pas de panique, attendez, parce que on n'en est pas encore au bout. Arbuckle va être arrêté le 11 septembre et un premier procès va avoir lieu. J'ai bien dit un premier. Et vu la minceur de l'accusation, le juge va décider de transformer l'accusation contre Arbuckle d'homicide volontaire à homicide involontaire. Et alors, juste qu'on soit clair, que vous soyez pour ou contre... Did he... Well... I don't know. Was it rape? If it was rape, how the hell was it involuntary? Contre Arbuckle dans cette histoire, Ah là là. Ce procès n'a aucun sens. Parce que ce procès, c'est énormément de gens qui viennent témoigner, alors qu'ils n'étaient pas du tout à la fête, mais également la présence d'une preuve, et je mets preuve entre guillemets, parce que la preuve en question, c'est les empreintes digitales d'Arbuckle faites au sang de la victime sur un mur, ce qui est contredit par les employés de l'hôtel. Oh, they were able to pick fingerprints back then? Okay. Qui ont fait le ménage et qui n'ont jamais constaté l'existence de ces empreintes. Ce procès, c'est des gens qui reviennent sur leur témoignage, puis qui reviennent sur leur témoignage. C'est des gens qui disparaissent avant de témoigner. Bref, c'est n'importe quoi. Au bout du compte, il ne reste plus qu'une seule personne qui accuse réellement et directement Roscoe Arbuckle. Il s'agit de Maud Delmont. Sauf que Maud Delmont est déjà connue des services de police parce qu'elle a été plusieurs fois impliquée dans des pièges visant à faire tomber des hommes mariés riches en leur jetant une jeune femme entre les bras, puis en les faisant chanter. Donc, pour sa crédibilité, on repassera. Même si, selon moi, ça rend quand même plus crédible l'idée qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là
entre Arbuckle et Virginia Rape, même si je ne sais pas du tout la nature de ce qui s'est passé. Mais bon, comme je l'ai dit, les médecins concluent à une rupture de la vessie qui n'a pas été causée par Arbuckle, même si la presse va vraiment insister pour tenter de convaincre la population qu'Arbuckle a violé Virginia Rape si fort qu'il a rompu sa vessie, et le jury finira par ne pas se mettre d'accord. Ils sont 10 pour l'acquittement et 2 pour la culpabilité. Du coup, il faut tout recommencer. Deuxième procès. Et le deuxième procès, c'est pile la même chose, mais l'inverse. Vraiment. Le jury finit à 10 pour la culpabilité et 2 pour l'acquittement. Donc il faut tout recommencer. Oui. Troisième procès. Pendant ce temps, évidemment, la presse continue d'écouler des exemplaires. C'est pas pour rien qu'on appelle ce procès le procès d'Hollywood. Vous allez voir que les implications sont vénères. Et je rappelle, s'il est besoin de le rappeler, que l'objectif de cet épisode est de parler de la censure audiovisuelle, et notamment sur YouTube à l'origine. Troisième procès, et là j'annonce tout de suite, ça va être moche. Parce qu'on va, en gros, on va déjà commencer par faire le procès de la victime. On va disséquer la vie de la victime. On va annoncer que Virginia Rape, qu'elle se traîne MST sur MST, qu'elle a la syphilis, qu'elle a subi plusieurs avortements, qu'elle se traîne une cystite, en plus de la péritonite qu'on avait détectée et de la consommation d'alcool. See, all that has to do with it's okay that she was raped. C'est tellement con. Et c'est les hommes. I bet you who was the jury out of these 12 people? I'm gonna guess all men. Et voilà, et tout ça a pu évidemment la conduire à sa mort. Et le 12 avril 1922, le jury rend son jugement en 6 minutes. En 6 minutes, ils acquittent Arbuckle. Et le verdict est accompagné d'une déclaration que je suis obligé de vous citer. Wow. L'acquittement n'est pas suffisant pour Roscoe Arbuckle. Nous pensons qu'une grande injustice a été commise. Nous pensons également qu'il est de notre devoir de lui donner cette exonération en vertu de la preuve, car il n'y a pas la moindre charge à retenir contre lui, ni en aucune façon lieu de retenir un crime. Il a été courageux tout au long de l'affaire et a raconté à la barre des témoins une He's the hero. Oh my God. Histoire simple à laquelle nous avons tous cru. He's an hero. Ce qui s'est passé à l'hôtel est une malheureuse affaire pour laquelle Arbuckle, comme le montre la preuve, n'a été en aucun cas responsable. Mais attends. Ah. Elle n'était pas morte jusque... Attends. Elle n'était pas morte dans le hôtel, right? She died on her way to the hotel or died at on the way to the hospital or at the hospital. Not once did this woman say, "Oh, by the way, listen, hello, I'm in a lot of pain. Something's really wrong down here. I mean, excruciating. But I'd like to tell you guys that I was raped. Yeah, that fat bastard raped me." You not once said that? That never came out of her mouth, I guess. Who knows, man? This is so long ago. Yeah. Nous lui souhaitons plein succès et espérons que le peuple américain portera toute l'attention à l'arrêt de 14 hommes et femmes qui ont siégé durant 31 jours et conclu que Roscoe Arbuckle est tout à fait innocent et exempt de tout blâme. Les gars étaient à 2 doigts de lui filer une médaille. Il avait des femmes dans le jury, hein? Hein. Ouais, they were ready to give him a medal. Oh là là. Pour la consommation d'alcool, Arbuckle va quand même être condamné à payer une amende de $500, mais ses procès l'auront ruiné. Et de plus, c'est une fin de carrière qui s'achève parce que plus personne à Hollywood ne souhaite travailler avec lui. Et là, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre, mais restez avec moi. What a shocker. Plus personne ne souhaite travailler avec lui à Hollywood, et ça, le maître général des postes américains s'en est assuré auprès de tous les grands producteurs d'Hollywood. Oui, le maître général des postes, le chef des postiers, de ceux qui livrent le courrier. D'accord. Le général postmaster ou postmaster général, je ne sais plus. Et ce gars-là, c'est William Hayes. Il faut bien comprendre un truc. Tout ce scandale a été très mauvais pour Hollywood. Et notamment pour la Paramount, qui, je le rappelle, avait signé $1 million à Arbuckle. I got a feeling Harvey Weinstein, that was pretty bad for Hollywood too. Nothing's changed. I mean, listen, the women and even some boys, because, a lot of actors and actresses, they start out when they're, 3, 4, 5, 6, 7 years old.
Hollywood, they say that Hollywood is very dark, very bad place with a lot of evil running it. It's true. En pure perte, hein. Et de plus, maintenant, tout le monde a bien compris un truc, c'est que la presse observe. Oui, parce que vous vous doutez bien qu'après le succès qu'ils viennent de rencontrer avec ce type de scandale, eh ben, ils attendent le scandale suivant. Ils sont pas là à se dire, bon, maintenant, retournons aux faits divers peu intéressants. Non, non. Voilà. Ils sont chauds, là. Aussi, les grands studios se mettent un peu d'accord entre eux pour s'assurer qu'une telle histoire ne puisse pas ressurgir à nouveau. Et oui, ressurgir à nouveau, c'est un pléonasme. Et là, on va revenir un tout petit peu en arrière parce que l'histoire que je viens de raconter va en télescoper une autre. Je pense que je ne vais surprendre absolument personne en vous disant que, depuis l'apparition même du cinéma, il existe des films avec de la nudité et même des films pornographiques. Et j'ajoute que dans les années 1900, il n'existe absolument aucune législation sur la nudité dans les films. En 1907, à Chicago, sous la pression du lobby catholique et du lobby puritain, comme quoi, hein, il y a un système de censure qui est mis en place. Les films sont d'abord visionnés par la police avant d'être distribués au grand public. En 1908, le maire de New York décide d'interdire les petits cinémas, qui sont selon lui des lieux de débauche. Tiens, et d'ailleurs, vous savez comment on appelait ces cinémas ? C'était des petits odéons, hein, des petits théâtres, des petits odéons, dont l'entrée coûtait 5 cents, c'est-à-dire un nickel. Voilà, donc ces lieux, ça s'appelait des nickel-odéons. Et ça me fait un peu marrer d'imaginer qu'il y a un siècle, nickel-odéon, dans la tête des gens, c'était un truc à mi-chemin entre le cinéma porno et le pipe show. Voilà. Mais comme les États-Unis, c'est plein d'États et que chaque État peut avoir des règles différentes, les grands studios américains décident d'organiser eux-mêmes leur organisme de censure, d'autorégulation, afin simplement de produire des films qui peuvent être facilement ensuite distribués dans tous les États, voilà, sans avoir à se poser la question de dire ce film-là, on ne peut pas le sortir au Michigan, ou voilà. C'est-à-dire qu'ils ont une étape en amont qui va valider que le film peut être visible partout aux États-Unis. Parce que s'il faut faire des montages spécifiques par État, ou par comté, ou par salle de projection, c'est le bordel, mais ça signifie aussi que du coup, ces films seront accessibles dans les États les plus conservateurs. Et que ce seront les mêmes diffusés ailleurs. Et c'est ainsi que naît le National Association of the Motion Picture Industry, ou NAMPI. Encore un fait très important, en 1915, il y a un procès qui remonte jusqu'à la Cour suprême, qui conclut que du fait de son caractère mercantile, le cinéma n'est pas protégé par le premier amendement, celui qui concerne la liberté d'expression. Donc, le cinéma n'est pas protégé au titre de la liberté d'expression. Et dans ce contexte, on en revient à William Hayes. L'industrie hollywoodienne veut pouvoir produire des films et gagner de l'argent sans être emmerdé ni par la presse ni par les politiciens. C'est pour ça qu'en 1922, ils vont créer eux-mêmes la Motion Picture Producer and Distributor Association, ou MPPDA. Et déjà, le nom y pue. Et ils mettent à la tête de cette association, à sa présidence, William Hayes. William Hayes qui met en avant le fait qu'il est un presbytérien, donc un puritain de la pure espèce. Donc à la tête de l'organisation qui est censée réguler les productions hollywoodiennes. Et donc Hayes va mettre au point une série de recommandations. Pas d'obligations, hein, de recommandations. Mais qu'il faut suivre à la lettre. Voilà. Premier truc qu'il met en place, ça on l'a dit, hein, plus personne ne travaille avec Roscoe Arbuckle. Les couilles qu'il ait été acquitté ou pas, le gars a consommé de l'alcool à une fête où il n'y avait même pas sa femme et où une jeune femme est morte. Donc, plus personne ne travaille avec lui. Point fin de l'histoire. Deuxième truc qu'il met en place, personne, je dis bien personne, n'apparaîtra sur un écran avant d'avoir d'abord fourni un certificat de moralité. Et en 1927, William Hayes va mettre en place une liste des choses qu'il ne faut pas faire dans un film, liste qui sera réactualisée avec l'arrivée puis l'industrialisation du cinéma parlant. Et cette liste est connue sous le nom de Motion Picture Production Code, ou code de production des films, mais on l'appelle surtout le code Hayes. Et alors, que dit le code Hayes ? Alors vous allez voir, il y a des trucs, on va un peu rigoler, mais il y en a d'autres, ils ont été tellement intégrés qu'on va pas rigoler longtemps, moi je vous le dis. Petit 1. Aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. De la même manière, la sympathie du spectateur ne... Oh là là. Wow. See, so this has been going on for a long time. Doit jamais aller du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. But that didn't last long. Look at today's movies.
Vous le sentez qu'on va rigoler à Hollywood? Petit 2, des standards de vie corrects, soumis uniquement aux exigences du drame et du divertissement, doivent être montrés. Petit 3, la loi, naturelle ou humaine, ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent. Donc si vous suivez bien, vous comprenez que là, le cinéma ne peut pas se permettre ce que se permet le théâtre depuis des millénaires. Mais ça, c'est les grands principes. Hein. Là où le code Hays devient vicelard, c'est dans les détails. Pour vous donner une idée du niveau, hein, pour le code Hays, la vision du nombril d'une femme est obscène. Son nombril. Bon, en gros, là, on va un peu spécifier les grands principes. C'est un peu comme... Tiens, bah, vous savez quoi? Petite parenthèse. Aux États-Unis, la loi est pour ainsi dire constituée en 3 niveaux. Au niveau 1, le plus au-dessus, vous avez la Constitution et le Bill of Rights, c'est-à-dire vraiment les textes fondateurs qui décrivent ce que sont censés être les États-Unis. Ensuite, niveau 2, vous avez la loi à proprement parler. C'est comme en France, le code civil, le code pénal, le code des assurances, etc. Et enfin, niveau 3, donc le plus petit niveau de détail, si vous voulez, c'est les jurisprudences. C'est des cas particuliers qui émanent de jugements sur des vraies affaires qui ont vraiment eu lieu. Exemple, grand principe, le droit à la propriété. Donc ça fait des lois qui expliquent qu'on n'a pas le droit de voler. Et ensuite, au niveau jurisprudence, ça peut vouloir dire que, par exemple, si la portière d'une voiture n'était pas verrouillée, le fait de l'ouvrir pour prendre un truc qui était sur le siège, ça constitue tout de même un vol. Eh bien, le code Hays, c'est pareil, c'est en 3 niveaux. Vous avez les grands principes, ensuite vous avez les dispositions particulières, et après vous avez les cas particuliers, vraiment spécifiques à un film, etc. Cas qui sont souvent flippants de conneries. Donc, les dispositions particulières. Et je vous assure qu'à ce stade, vous allez peut-être apprendre des trucs, hein, mais il n'y a rien de ce que je vais vous dire qui devrait vous surprendre normalement pour l'instant. Ces dispositions particulières, évidemment, elles concernent les domaines suivants, la criminalité, la sexualité, la religion, le patriotisme et enfin la décence d'une manière générale. Concernant la criminalité, c'est relativement simple. Le crime, c'est mal. Les criminels, c'est des méchants. On ne doit pas avoir de sympathie pour eux, ils ne doivent pas gagner à la fin. On doit toujours se rappeler que le crime, c'est mal. Et si oui. It is. on détaille, ça donne des trucs du style, on ne doit pas montrer comment un meurtre est commis dans le détail, hein, pour ne pas encourager d'imitation. On ne doit pas non plus détailler la méthodologie ou l'ingéniosité des criminels, par exemple, qui braquent une banque, hein, pour ne pas donner d'idées aux gens. Ou pour ne pas qu'on se dise « mais en fait, ces criminels, ils sont intelligents, j'aime bien ». Interdiction, par exemple, de montrer dans le détail comment on fabrique une bombe, comment on neutralise une alarme, ou comment on crochette une serrure. Everything he's saying, you can do today. Everything. There's not one thing that he said, all these laws that were made in the 1900s, not one of those works. Not one. Every single one of them is broke. Interdiction également de parler de trafic de drogue. La drogue, c'est pas bon la drogue. Trafficking, c'est méchant. Non, on n'en parle pas. L'alcool, on n'en parle que si c'est crucial pour l'histoire. Sinon, c'est non. Traditionnellement, par exemple, dans les westerns, ça c'est un truc que vous pourrez constater par vous-même, quand quelqu'un tire sur une autre personne, vous avez un plan de coupe. Vous voyez la personne qui tire, puis dans un autre plan, vous voyez la personne qui tombe, ou qui est déjà tombée. Mais vous ne voyez pas dans le même plan quelqu'un qui tire et l'autre personne qui tombe. Parce qu'on ne filme pas un meurtre. Techniquement, on n'a pas filmé un meurtre. Hein. On a vu quelqu'un qui tire et dans un autre plan, on a vu quelqu'un qui tombe. Wow. Oh, Jesus. Another thing that's bullshit today, which... okay, so I'm going to guess all 8 don't exist anymore. Oui, on est à ce niveau de connerie simplement parce que les États-Unis ont un fonctionnement qui est juridique. C'est-à-dire que quand il y a une loi... Which is the most moronic. We have one of the dumbest laws ever. We do. We do. Do you know if a burglar breaks into your house and you shoot him dead to protect your family, that sometimes you will have lawyers that go onto the burglar side and say, we are suing the homeowner. We're going to sue them because they killed my client who was just trying to go in the house and steal something. And okay, here's another one.
if a burglar breaks into your house and on the way out slips on your stairs with like a TV in his hand, falls, breaks his leg, he could sue you. He could sue you because he fell on your stairs, which maybe were slippery. They were dangerous stairs, maybe. You know what I mean? So they could sue you. See, we in this country have the worst lawyers on the planet. They are literal rats. Rats. Our whole judicial system is a catastrophe. It's just all about money, lawyers, and greed. And they come up with the craziest fucking laws like the ones I just told you. And it's mind-boggling. It's like, what? What? Your dumbass fell and slipped on my sidewalk. And you're going to tell me because it's a centimeter, one part of the sidewalk is a centimeter over the other one, that you tripped and fell, and that's my fault. And now you could sue me. Mise en place, si vous avez un moyen de contourner cette loi, eh ben c'est bon en fait. Oh là là. On vous demande simplement de ne pas enfreindre la loi. Et du coup, il va y avoir un jeu constant entre la censure et la façon de contourner cette censure. Et ça va durer des années. Autre règle stupide concernant la criminalité, puis là je vous en donne deux parce qu'elles sont fameuses. D'une part, on ne montre pas de meurtre brutal pour éviter que la population ne réagisse de façon anarchique. Voilà, donc on est bien dans le contrôle de la population, là. Oh yeah, everything's about controlling the population and the way you think. That's been going on for centuries. D'autre part, écoutez bien celle-là. D'autre part, la vengeance peut parfaitement être justifiée dans un film dès lors que l'action ne se situe pas dans l'époque contemporaine. Est-ce que c'est pas con, ça, comme règle? C'est-à-dire, à l'époque, vous voulez faire John Wick, bah, l'histoire, ça va, mais si ça se passe en 1850. Si ça se passe en 1930, c'est pas acceptable. Bon, déjà, vous comprenez que simplement avec ces règles, les réalisateurs, ils en ont déjà ras la gueule. Mais c'est pas tout. La sexualité, maintenant. Parce que là, c'est pareil, c'est précisément ce que vous imaginez que ces gros cons de censeurs ont en tête. La sexualité, déjà, c'est un sujet qui n'a pas à être traité dans un film. C'est une histoire de décence. On y reviendra quand on parlera de la décence plus tard. Mais alors déjà, principe de base. Le mariage est un machin super sérieux et super important avec lequel on rigole zéro. Je cite. That's why I think the last time I checked with the stats, it's like 47% of married couples get divorced. 47. That's like half. Half of married couples get divorced. Half. And I don't know how it is in France, but over here, the man loses almost everything. The woman almost never loses anything. The man loses everything. He loses the kids. He loses the house. He loses the cars. He loses everything. So now, with the Generation Z coming up, they're not getting married. They're smart. They're like, I'm not getting married. Are you fucking crazy? Why would I get married? I'm not giving half my shit up just because my wife cheated on me or I cheated or whatever. It just didn't work out. You know, it's like, what? Why doesn't she just leave with what she came with and I'll leave with what I came with? That's it. See, I guarantee you, I don't know, I'm sure you guys know. Who doesn't on the planet? Taylor Swift just got married. She just got married. So she's a billionaire. And Travis, her new husband, is just a millionaire. He's poor. He's just a millionaire. So if they get divorced, do you think she's going to lose half of her shit to Travis? Nope. Nope. L'importance de l'institution du mariage et l'importance de la famille sont primordiales aux yeux des rédacteurs du Code Hays pour qui les films ne doivent pas suggérer que la promiscuité sexuelle est quelque chose de normal ou d'habituel. L'adultère est reconnu comme pouvant être important dans l'histoire d'un film, mais en aucun cas il ne doit être rendu acceptable ou enviable. La séduction ou le viol, et oui, le Code Hays traite les deux dans le même temps, la séduction ou le viol, ça va, à condition
que ce soit uniquement suggéré. Et j'ai bien dit suggéré, mais seulement si c'est important pour l'histoire. Et s'il ne s'agit pas d'une comédie. Si le film que vous faites, c'est une comédie, alors pas de séduction, pas de viol. Ça, c'est même pas suggéré, rien. Interdiction absolue de se référer à quelque type de... Could you imagine the amount of people that got together around a table and made up all these fucking crazy-ass rules? The amount of lunatics that were around a table for hours, days, weeks. And every time they were done, you know, they were like, wait a minute, I got another one. I got another one. Let's make it so they can't do this also. Unless they got a clown hat on. Then they could do it. Like anything. Like nothing makes sense. But people actually sat around a table and thought of this shit. De perversion que ce soit, et évidemment, vous pensez bien qu'à l'époque, l'homosexualité est considérée comme une perversion. La traite des blanches, comprenez par là la prostitution, hein, c'est interdit. D'ailleurs, de toute façon, interdiction de montrer des esclaves blancs. Des noirs, ça va, c'est ok, mais pas des blancs. Et alors, comment vous dire que les relations interraciales, c'est même pas un sujet? Et d'ailleurs, ça va être l'occasion pour moi d'éclaircir un truc. Oh, that's changed. Now it's in every single commercial on television. If I look at just television, I have to say to myself, there's no such thing as a white couple anymore. There's no such thing as Asian couples, and there's no such thing as black couples. If I just look at television, the commercials, the movies, the films. Oh, and if I just look at television, I also have to say to myself, well, shit, must not be any straight people either out there. So everybody must be gay or lesbian or gay, you know, homosexuals or lesbians. Black man married to a white woman. White man definitely married to a black woman. Oh, you see plenty of those. I don't know one anywhere on the planet personally, but on TV, all over the place. And my favorite, the black man who married the Asian woman. Because, oh yeah, you see tons of that. I mean, that's all over the place. And hey, again, TV is just like it's kind of like it has become a brainwashing mechanism. Like what the government wants you to behave like, and like this is their form of just saying, I know how I'll stop racism. We'll just, every single thing on television will be mixed race. This way nobody could say anything ever about racism because, oh, there's no racism here. What are you talking about? Got an Asian woman married to a black man. I mean, but when's the last time you were out on on the subway system and you saw a couple like that? I mean, do they exist? Of course they exist. Are they 95%? No, not even close. But on TV, it's about 90%. I tell you, every time me and my wife turn on a TV show, a new show, in the first 5 minutes, it's like, oh, here we go. We got the gay person. They got the gay person. All right. Oh, there's the lesbian. They got to take care of the women too. There's the lesbian. Okay. It's not going to take time. Wait a minute. Oh, the white man is married to a white woman. That's weird. And by episode 2, they got divorced because now the white woman ran away with a black man. Voila. Now, finally, there's no, thank God. Now you can't say it's racism anymore. I mean, the TV and commercials, ici, encore, dans la France, je sais pas. Mais ici, c'est incroyable. The way they try to brainwash you into, you have to accept what we show you. That's it. I think it's like one giant master plan of brainwashing humans. It's really, we are puppets. We are their monkeys. And they control, they tell you, they're like, don't worry. If they don't agree with us right now, just give me like 2-3 years. I will change their minds. They find a way to do it, man. It's a fucked up world we live in.
Si je vous demande quand a eu lieu aux États-Unis le premier baiser interracial au cinéma ou à la télé, ou même si vous allez sur Google pour le chercher, mais sans trop creuser, normalement vous allez me répondre que c'était le 22 novembre 1968 dans la série originale Star Trek à la télé. Ah oui, that's right. That's right. Mr. Kurt. Captain Kurt and I forgot her name. Very famous black woman actress that was on Star Trek. Oh yeah, I remember that. Oh my God, the talk. The talk. Oh my God, the talk. Épisode 10 de la saison 3, un baiser entre le capitaine Kirk, interprété par William Shatner, et le lieutenant Uhura, interprété non pas par Michelle Nichols, mais par Nichelle Nichols. Eh ben c'est faux, c'est juste faux, voilà. Oh. C'est absolument pas le premier baiser interracial. Oh. Mais cette idée perdure, notamment à cause du fait de la notoriété. I mean, I remember the kiss. I didn't know if it was the very first interracial kiss. Ça, je savais pas. I mean, I probably wasn't born when the first kiss, occurred. Listen, there was white slave owners far before the 1960s that were raping and having sex with the women. Black women. So yeah, I'm pretty sure I know that. And there were some women, some black women that, were having sex with their owners, but not by force, you know what I'm saying? Like, because they just knew, like, hey, if I get in with him, maybe even have a baby with him, I will be treated much better than, the other slaves. So, I mean, bien sûr, it's not the first kiss. But on TV, on television, c'est pas. De Star Trek, mais aussi à cause du fait que la notion de interracial, c'est une notion qui est fluctuante aux États-Unis. Je veux dire, une des séries les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, c'est la série I Love Lucy, qui contient quand même près de, je crois, 180 épisodes. Yeah, white man with a, I don't know, Spanish man. White woman with a Spanish man. Oh là là. Sur 6 saisons. Et dans cette série, Lucy Ball, blanche, est mariée à Daisy Arnaz, d'origine cubaine. Mais Cuban. Visuellement, it's okay. Il a l'air blanc. Voilà. Donc, pour les Américains, les centaines de baisers qui se sont échangés au cours des 6 saisons, ça ne constitue pas du baiser interracial. Donc, pour appeler un chat, quand le code Hays parle de relation c'est tellement con. Interracial, ça veut dire blanc et noir. Point. C'est blanc et noir. Oui. Mais tout de même, aux États-Unis, il y a un baiser blanc-noir qui a précédé celui de Star Trek. C'est un baiser entre Nancy Sinatra et Sammy Davis Jr. Oh, that was a kiss. That was a kiss right here. But hey, that's a kiss. Moving with Nancy, qui était un genre de spectacle télévisuel, c'était une série télé, voilà, mais ça a été diffusé un an avant Star Trek. Et en vrai, si on creuse un peu le sujet, voilà, William Shatner lui-même, il avait déjà embrassé Pilar Surratt, une Philippine, donc suffisamment noire pour les puritains, on va dire, en 1962, voilà. Et d'ailleurs, même dans Star Trek, en 1967, il avait embrassé une actrice philippine à l'écran. Voilà. Mais c'était pas le lieutenant Uhura. Donc, ça semblait pas si important pour le public. Au cinéma, en revanche, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on avait vu un baiser interracial blanc-noir. Et alors, petite précision, comme ça je vais pas rentrer dans le détail du sujet, mais petite précision. Dans un film, autant un blanc qui se tape une noire, ça va être accepté relativement vite. Autant un noir qui se tape une blanche, ça va mettre beaucoup plus de temps à venir. Mais bon, bref, au cinéma, en 1957, sort un film intitulé ça va mettre beaucoup accepté relativement vite. Attends. Ça va être accepté relativement vite. Autant un noir qui se tape une blanche, ça va mettre beaucoup plus de temps à venir. Mais bon, bref, au cinéma, en 1957, sort un film intitulé Island in the Sun. I believe it. Donc, avec au casting Joan Fontaine et Harry Belafonte. Et alors, on va être clair, Harry Belafonte, il est noir. Il est clairement noir. Il est né à Harlem 50 ans avant moi. Je veux dire, il a lutté pour les droits civiques. Il est visuellement noir. Il est noir. Physiquement, visuellement, culturellement. Voilà. Donc, pour le code Hays, pour les puritains, il est noir. Voilà. Comme ça, vous savez. Bon. D'ailleurs, vite fait, vous savez ce que c'est qu'un EGOT ? Ce qu'on appelle un EGOT, c'est un acronyme. C'est quelqu'un qui a remporté à la fois un Emmy Award, un Grammy Award, un Oscar
et un Tony Award. Donc, oh, I could give two shits about any of these bourgeois people and their stupid awards. I don't never watch none of those stupid shit shows. Oscars, the Grammy. I don't watch none of that shit. Zero interest. Could give two shits. Especially that now, whenever they win their stupid award, the first thing they do is they grab a microphone and start telling you about politics and about racism and about this and about this. Like, shut the fuck up. You are there to act. Just act and shut your mouth. You're a good actor. There you go. You got your reward. Stop acting like you're a politician or you're so important that I'm going to believe everything. I want to be with you I want to be like you so badly that I'm going to believe your political statements and any thoughts that you have. I'm going to be on board with you because you are an amazing actor or actress. Okay. I am not like that at all. I don't give two shits. Like, dude, you were good in the movie, and that's where your importance ends with me right there. That's it. Oh, he was good in the movie, yeah. Oh no, I don't give a shit what he does with his personal life. He's a nobody to me. You're a nobody to me in personal real life. But oh yeah, on the screen, oh shit, yeah, man. I love I don't know, I'll just pick a name. I don't know, I'll pick a name. Oh, you know, I like Joe Pesci. Joe Pesci. I picked an actor. But what he does in his personal life, or how he feels and thinks about a president or race or religion, I don't give two shits. Am I being a little too open? I don't know. You know me, I don't bullshit around. I'll tell you the truth. Effectivement, pour un truc à la télé, une chanson, un film et un show à Broadway. Eh ben, Harry Belafonte, c'est un EGOT. Tony en 1954, okay, good for him. Emmy en 1960, Grammy en 1960, et en 65, et en 86, et en 2000, et enfin un Oscar en 2014. Tout ça pour dire que Harry Belafonte, c'est un peu plus que simplement... Et donc, 1957, le film Island in the Sun, qui s'intéresse déjà à plusieurs relations interraciales, eh ben on voit Joan Fontaine qui embrasse Harry Belafonte. 11 ans avant l'épisode de Star Trek. Et bon, ben là, scandale, hein, voilà, le Ku Klux Klan menace toutes les salles qui projettent le film, la base. En tout cas, maintenant, vous savez, voilà, l'idée selon laquelle le premier baiser interracial aux USA, à la télé ou au cinéma, c'est Star Trek, c'est Kirk ou Uhura, c'est dans l'imaginaire collectif. Voilà. Alors, je comprends, hein, vu l'importance de la série, je comprends, vu les thèmes de la série, même pourquoi c'est ça qui reste, mais comme ça, vous savez. Et ça n'enlève strictement rien à l'importance, effectivement, au niveau culturel, de ce baiser dans l'épisode de Star Trek. Hein. Voilà. I mean, Captain Kirk was a playboy. Everybody knows that. He was a womanizer. Yeah, every woman wanted him, and he wanted every woman. But I don't know. I like that Star Trek with Mr. Spock. I mean, that was the best ones to me. The new one with what's his name? You know, the whole other Star Trek series that came out after that. Man, I had to be like 17, 18 years old, maybe 19. I was watching Star Trek before I went to bed every night. it was Captain Kirk. It's ridiculous. So funny, that show. Donc, les relations interraciales dans un film, c'est non. Les MST, ça n'a rien à foutre dans un film. La naissance ne doit évidemment jamais être montrée. Et d'ailleurs, et là c'est peut-être le premier point sur lequel je me dis, mouillou, que là je suis d'accord, on ne montre pas d'enfants à poil. Ni non plus, ça va sans dire, hein, d'adultes à poil. Hein. Non. Ouais, et enfin, le truc à côté duquel on ne peut pas passer, ce sont les scènes de passion. Et alors, les scènes de passion, ça va du petit bisou sur la joue et de s'enlacer, jusqu'à des nuits à se déglinguer. Hein. C'est le même sujet. Alors, déjà, si c'est pas essentiel au scénario... Bon, like I said, all this is bullshit now, it's all gone. Bah, ça dégage. Ensuite, tous les trucs un peu trop suggestifs, ou voir un baiser un peu trop appuyé, ou alors un baiser où quelqu'un ouvre la bouche. Oh là là. Mon Dieu, mais non. D'une manière générale, ça doit être traité de façon à ne pas, et je paraphrase, mais je paraphrase pas beaucoup, vous allez voir, donc de manière à ne pas stimuler le bas du corps. Et sur ce sujet-là, évidemment, on a une masse de règles dont certaines sont bien sûr restées célèbres. Dans le film The Aviator... Man, I thought YouTube was bad. Holy shit. The theater business was awful. De Martin Scorsese,
avec Leonardo DiCaprio, qui raconte l'histoire vraie de Howard Hughes. Il y a une scène de procès dans laquelle Howard Hughes, justement, il est là à défendre le droit de filmer des décolletés de telle longueur. Il est là avec un truc pour mesurer le nombre de centimètres. If I may, is 5 inches. Bon, ça, c'est le code Hays. La durée d'un baiser ne devait pas être trop longue. Du coup, il y a des réalisateurs qui prenaient un malin plaisir à filmer des baisers super longs, mais à les entrecouper avec des plans d'insert de, je sais pas, d'une voiture, une horloge, un nuage, un papier. Oh là là! Ce qui fait qu'à l'écran, entre la première image du baiser et la dernière image du baiser, il s'était passé 1 minute 40, alors qu'en vrai, on en avait vu 8 fois 3 secondes. Et que donc, juridiquement, c'était inattaquable. D'ailleurs, un truc intéressant à noter à propos du code Hays, c'est qu'il censurait donc les auteurs et les réalisateurs de films. Okay. Donc ça signifie que les auteurs et les réalisateurs de films ne pouvaient pas faire les films qu'ils souhaitaient faire. Mais en magouillant ainsi, notamment avec ces histoires de montage, etc., juste dans le but de faire chier les censeurs, c'est-à-dire en montrant des choses qu'ils n'avaient théoriquement pas le droit de montrer, mais en faisant en sorte que juridiquement ça passe, on pourrait se dire que ça affecte l'art dans sa création. Si vous devez modifier votre création dans le but de faire chier tel ou tel, on peut dire raisonnablement que vous ne faites pas l'œuvre que vous souhaitiez faire. Sauf que ce faisant, vous créez une œuvre subversive. Et un des exemples les plus classiques de gros doigts tendus au code Hays, à l'époque, c'est à Broadway sur scène qu'on le trouve. Alors, clairement, à Broadway, les règles ne sont pas les mêmes qu'au cinéma. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que les gens qui travaillent à Broadway travaillent généralement également au cinéma. Et en 1944, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Catherine Was Great, avec Mae West, qui balance une phrase qui a été souvent reprise au cinéma, mais uniquement à partir de 1978, avec le film Sextet, dans lequel jouent notamment Timothy Dalton, Tony Curtis, Ringo Starr, ainsi que, dans le premier rôle, Mae West. Et la phrase est la suivante. C'est un pistolet dans ta poche ou t'es content de me voir? Alfred Hitchcock, que le code Hays gonflé comme c'est pas permis, est également un spécialiste de son contournement. Je veux dire, quand vous détaillez la scène de la douche dans Psychose, comment c'est pas un énorme doigt tendu au code Hays? Parce que ce que cette scène dit, précisément, c'est « Regardez, ceci est un meurtre brutal d'une meuf à poil sous la douche. » Oui, mais we don't see any murder happening, and you never see any part of the naked woman. Yeah, that was a big... Yeah, oui, je comprends. Après avoir montré la première chasse d'eau tirée au cinéma. On est d'accord que là, il y a un paquet de lignes blanches qui ont été franchies. Et Hitchcock, très clairement, avec son montage millimétré, il dit au censeur, allez-y, montrez-moi le plan que j'avais pas le droit de mettre dans ce film. Je vous regarde, j'attends. Allez-y, j'écoute. Et toujours Hitchcock, la scène du train. Vous voyez de quoi je parle ou pas? À la fin de La mort aux trousses, Cary Grant. Donc il est avec I never watched this movie. La demoiselle en détresse qu'il a sauvée, parce que voilà. Bon, déjà, ils sont sur la couchette du haut. Pourquoi? C'est quoi la raison? Alors, il y a sans doute plein d'explications, je vais vous donner la mienne. Déjà, un truc qu'il faut savoir sur le code Hays, c'est une règle très spécifique, c'est que quand il y a une scène de passion, les deux intervenants doivent tous deux avoir au moins un pied au sol. C'était You gotta be kidding me. C'est ce truc-là qu'avaient trouvé les censeurs pour éviter justement que des gens commencent à s'embrasser en étant allongés dans un lit. D'ailleurs, c'est de là que vient ce cliché, dans les vieux films principalement, que quand un couple s'embrasse, la meuf, elle plie une jambe. C'est pour faire chier les censeurs. C'est excellent. Personne ne fait ça. Non. Quand vous embrassez quelqu'un, il n'y a personne qui lève un pied. Mais bon, donc, dans La mort aux trousses, ils sont sur la couchette du haut, ce qui veut dire qu'on est absolument certain, même si on ne le voit pas, qu'aucun des deux n'a un pied au sol. Et alors là, vous allez me dire, attends, mais si on n'était pas obligé de respecter le code Hays, mais du coup, ça change tout. Et alors, non, c'est pas aussi simple, et ça change rien. C'est juste que, à l'époque, Hitchcock, c'est déjà quelqu'un de suffisamment puissant à Hollywood pour pouvoir tenir tête quand il décidait de pousser le bouchon un peu plus loin. Et ensuite, c'est vrai, il y a un autre truc à prendre en compte. Globalement, les studios ont commencé à respecter le code Hays à partir de 1934. Et à l'époque, les grands studios, ils ont chacun leur chaîne de grand cinéma. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient aux petits exploitants, si vous passez des films qui ne respectent pas le code Hays, vous ne passerez pas nos films. Donc en gros, ça marchait un peu au chantage, si vous voulez. Jusqu'en 1948, un jugement établi. Je vous ai déjà dit que les États-Unis, c'était avant tout une nation juridique. Un jugement établi qu'il y a une situation de monopole
au niveau de l'exploitation des salles de cinéma et oblige les grands studios à vendre leurs salles de cinéma. Et à partir de là, les réalisateurs vont de plus en plus se détendre jusqu'environ 1967, moment globalement auquel le Code Hays va atterrir dans la poubelle dans laquelle il aurait dû atterrir dès le début. Ouais. Mais bon, vous imaginez que... Like I said, none of those rules, they don't mean shit today. L'histoire s'arrête pas là. Toujours est-il que notre film, donc La mort aux trousses, date de 1959. Donc Hitchcock s'en bat un peu les couilles de mettre les pieds par terre et préfère les mettre dans le plat, alors que les dernières images du film sont dans l'ordre. Hein. Cary Grant qui embrasse et s'allonge littéralement sur Eva Marie Saint, puis l'image du train qui rentre dans un tunnel. Fin. Voilà. Et là, je peux pas m'empêcher d'imaginer Hitchcock avec un censeur en train de regarder le film, en train de dire, tu vois le train là, c'est sa bonne grosse bite, et le tunnel, eh ben c'est sa chatte. Attention. C'est excellent. Et c'est vrai. Toutefois, hein, c'est pas parce que Hitchcock se permet des trucs que ça veut dire qu'on est sorti du bois. Et je reviens à là où on en était parce qu'on a beaucoup digressé. Les dispositions particulières du Code Hays, on a vu la criminalité et le sexe. Qu'en est-il du patriotisme et de la religion? Là, ça va aller assez vite. Il faut respecter toutes les religions, surtout si elles sont chrétiennes, et il faut respecter tous les patriotismes, surtout s'ils sont américains. Voilà. Notons toutefois deux particularités. Je cite. « Les ministres du culte ne peuvent pas être dépeints comme des personnages comiques ou comme des bandits. Les cérémonies de n'importe quelle religion doivent être présentées avec beaucoup de respect. L'histoire des institutions, des gens connus et de la population en général d'autres nations sera présentée avec impartialité. » Et j'ai comme dans l'idée que les gens qui ont écrit le Code Hays n'ont jamais vu un western de leur vie. Ou alors qu'ils s'en battaient les couilles des Amérindiens. Enfin, la décence, et alors je suis désolé si tout a pris autant de temps, hein, je veux dire, Let's not get into the native Indians. Après, c'est fini cette partie, vous inquiétez pas, mais par contre, c'est important parce qu'il faut bien comprendre que les règles actuelles de censure découlent directement de toutes ces règles débiles. Donc, la décence. L'obscénité dans le mot, dans le geste, dans la chanson, dans la plaisanterie, même uniquement suggérée, est interdite. Voilà. Ça, c'est fait. Le blasphème, c'est pareil. Alors attention, le blasphème, là, c'est au sens très, 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 très large. Hein. Au sens où c'est marqué dans la Bible, voilà, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Ouais. Quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu », c'est non. C'est du blasphème. Blasphème. Oh, God damn. Aux États-Unis, on ne dit pas « Oh my God ». On dit « Oh my gosh ». Et je parle même pas de quelqu'un... I can't remember the last time I met somebody that said, oh my gosh. They all say, oh my God. But again, these bullshit rules and nonsense, they're all gone today. Qui d'un coup serait vénère en disant putain de bordel de Dieu, ou là, tu peux éventuellement discuter du caractère insultant de la chose. Même si, ok, il ne s'agit pas de ça. Une scène où il y aurait quelqu'un à l'église qui est en extase devant la messe en disant oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Could you imagine when the first Exorcist movie came out and her head turns around and says what she says? You know, the famous line in the world that everybody in every language knows what she said because when she said it, everybody's fucking jaw went, dis quoi? That's how it all. So could you imagine them trying to do Exorcist with these rules? Oh my goodness. Blasphème? Non. Et ça, on aura l'occasion d'en parler parce que figurez-vous que c'est toujours d'actualité aux États-Unis, encore aujourd'hui. C'est le fameux oh my gosh. Nobody says it, bro. I promise you. I promise you. Not one person. Oh my gosh. Même les enfants, ils disent oh my God. C'est oh punaise, oh mercredi, oh, fudge. Fudge. Some people actually still do say fudge. Very, very little. Not me. Darn. Yeah. Darn it. Darn it. No. Clark Gable dans Autant n'emporte le vent, qui dit frankly my dear, I don't give a damn. Frankly my dear, I don't give a damn. C'est très limite, hein. C'est vraiment très limite. Ça passe parce que le personnage est un rustre et qui va aux putes, même si on le dit pas explicitement. Hein. La décence donc toujours, hein. Donc la nudité évidemment c'est interdit. Se déshabiller c'est interdit, sauf quand c'est essentiel au scénario. Mais dans ce cas, ça doit s'arrêter
avant que ça devienne trop révélateur, hein. Parler de la nudité, c'est interdit. Avoir un gars qui regarde hors champ en disant « Meuf, j'aime te voir te déshabiller », c'est interdit. Voilà, non. Juste non. Les danses un peu chaudes, alors je veux même pas imaginer Dirty Dancing. Surprised there were that many Karens back in those days. You see, the birth of Karen has been around centuries. Ou lambada, mais je veux dire, c'est simplement le rock, hein, simplement le swing, sont interdits. Hein. Et alors, un des effets chelous de ces règles, ça a été, par exemple, pour un film, Visage d'Orient en 1937. Donc on est en 1937, donc on est pile dans la période Code Haze. Hein. L'histoire donc de Visage d'Orient, c'est adapté d'un roman qui faisait tomber amoureux un homme blanc et une chinoise. Mais du fait que les relations interraciales étaient interdites, le rôle de la chinoise a été confié à une actrice blanche, Louise Rayner. Louise Rayner qui par ailleurs a été la première femme à avoir 2 Oscars. Louise Rayner donc qui dans ce film a été grimée en chinoise. Du coup c'était pas une relation interraciale. Vous voyez le niveau d'entourloupe ? C'est du loophole permanent. Hein ? Elle a l'air chinois, ok ? Donc pour l'histoire ça colle, mais techniquement c'est une blanche. Donc c'est pas une relation interraciale. Donc juridiquement, ça passe. Bon, sinon, d'une manière générale, vous avez compris, la décence, c'est les gentils font les trucs de gentils et on les aime parce qu'ils sont gentils. Et les méchants font les trucs de méchants et on les aime pas parce qu'ils sont méchants. Et j'aime beaucoup les méchants. Absolument tout le monde, même les meurtriers les plus énervés, parlent avec un vocabulaire qui ne choquera pas l'oreille d'un enfant. Oh là là. Ça, c'est important. Sauf que, comme je l'ai dit, après 1948, il n'y a plus de monopole des studios sur les grosses salles de cinéma. Ce qui veut dire que les exploitants peuvent maintenant de plus en plus décider de ce qu'ils vont projeter ou pas. Parce que je rappelle... Tu vois, and that is basically what I'm saying. Eventually, pas demain, but eventually, I truly believe YouTube is going to lose its monopoly. Because eventually everybody's just going to get tired of the rules. And little tiny platforms, they're already out there, if you know what I mean. But they're nowhere. They're like a 100th of the size of YouTube. Like YouTube, c'est ça, et l'autre, c'est ça. Mais ça is the good platform. It's the one that you could do anything you want on it. You could freedom of speech. You could post videos of anything you want, basically. Not going overboard. You can't like, hey, look, I murdered my mother. Let me show you a video. No, you can't do that. But, like, I still think, eventually, just like this scenario here, where the monopoly was lost, therefore they lost when you monopolize everything, guess what? You monopolize the rules. And no one can say shit about it. You get to decide anything you want. And I'm telling you, give it time, eventually. People are going to get tired of all the bullshit. Too many rules, too many guidelines, too many, that's another warning. Like, what? And mostly the inequality of fairness between one YouTuber and another YouTuber. It's never the same. The rules do not apply to the same YouTubers. Each one's got his own individual set of rules, is what I'm seeing. So, yeah, eventually, there's going to be another platform that's just going to blow up, and everyone's just going to say, holy shit, this is wonderful. I can do whatever I want here. This is great. I'm going to use this instead. Yeah, it's going to take years, though, because that's how enormous a certain platform that we all use is. It's like huge, and there is no second place. It's not like a PlayStation, and then right after PlayStation is Microsoft, Xbox, right? You could say, PlayStation is definitely the king. Yeah, but Microsoft is like, they're there. You know what I mean? They're there. They're not like, oh my God, Microsoft's out of business. They're gone. No, they're there. So that's what it's going to take. It's going to take, oh, wow, this one's huge, but did you see that other one that's coming up? Little by little, it's growing. It's getting bigger. It's getting better. More and more people are joining. More and more people are posting. And this is eventually how a monopoly dies.
Je rappelle que le code Hays, c'est un ensemble de directives internes au studio. C'était pas des lois. Même si, je le rappelle, il y a eu un jugement de la Cour suprême qui expliquait que du fait de son caractère commercial, le cinéma n'était pas protégé par le premier amendement. D'ailleurs, vous savez aussi... Which is also the stupidest thing ever. Au sujet de quel film ce jugement a été rendu? Ça fait plaisir de parler de ce film. C'est un film qui a fait scandale. Un film de 1932 avec... Oh, ben, je sais pas, le film de 1932. Une actrice totalement nue. Très belle actrice d'ailleurs. Actrice qui par la suite a mis au point un procédé qui, des décennies... Marilyn Monroe? No, that was... No. Couldn't have been. plus tard, sera utilisé pour le Wi-Fi ou le guidage des missiles. C'est bon, vous l'avez? Le film, c'est Extase, et l'actrice, c'est Eddie Lamar. Parce que rien n'émerge du néant, les gens. Vous allez voir que YouTube va tenter de me faire chier pour vous montrer là les images d'Eddie Lamar à poil, sachant que c'est des images qui ont 92 ans. Voilà. Mais je m'en bats les couilles, je vous les montre. Now see, how in the Le seul hell... truc qui a changé... How did you get away with that? Comment il a fait ça? Tu vois? Tu vois? Là? Tu vois? Perfect example. I am going to blur that. I'm going to blur it because I'm not going to take no damn chance. Oh, no. A long time ago, I posted a Palma show. And I don't know what the hell they were doing. But a woman ran across the screen. She had shampoo bubbles all over the place, but over here it was still natural, let's say. And she just ran across the screen. And I posted the video. Because at that time I didn't understand. I was like, well, I just watched this on YouTube. How am I going to get in trouble if I react to it and repost? Boom, I got a copyright strike. Guideline sexual content takedown. What did we just see? Did we not just see some titties with some nipples? Did we not just see that? Well, guess what? In Palma show, that's exactly what the woman had who ran across. And she was on the side view. She went this way. And one boob. We just got a shot at two boobs. No problem. Do you think he got a copyright guideline strike for showing that? I mean, this is how fucked up YouTube is. How you can't make sense of what you're allowed to do and what you're not allowed to do because of exactly what this man just did. He just showed us. It's unbelievable. I'm not going to take the chance because I don't trust YouTube. I don't trust them to treat me fairly anymore. So I'm going to blur them. But tu vois, tu comprends pourquoi je suis fou? Bon, anyway. Au fond, c'est que maintenant, on applique en France des trucs qui émanent de patelins de l'Utah au 19e siècle. Mais bon, on va y venir. Donc, les salles de cinéma ne sont plus forcées à rien par les grands studios. Et là, il y a deux choses qui vont se produire. D'une part, la télévision va se démocratiser aux États-Unis. Et ça va faire très très mal à Hollywood. Et d'autre part, le cinéma européen, pas que français, même si beaucoup français, mais pas que, le cinéma européen commence à arriver dans les grandes villes aux États-Unis. Oh là là, when you guys arrived here, you were probably like, what? I have to redo the whole film. I literally have to redo the entire film if we want it to be played in the United States. Et c'est tout de suite un peu chic, en fait. Et alors là, la tradition européenne, comment vous dire? C'est pas tout à fait les mêmes valeurs qu'aux États-Unis. Par exemple, depuis la fin de la guerre, dans le cinéma français, on aime bien les voyous. Ouais. Alors c'est sans doute un truc qui vient de la résistance, sans doute que ça vient aussi un peu du fait qu'on est des chieurs. Toujours est-il que le voyou au grand cœur, celui qu'on a envie de voir triompher, putain mais c'est antinomique avec les valeurs américaines. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais le cinéma américain a été littéralement transformé par le cinéma européen et notamment le cinéma français. I believe it. C'est bien plus tard que ça va prendre très cher dans l'autre sens. Et avec l'arrivée des films de la nouvelle vague aux États-Unis, on va voir surgir une nouvelle génération de réalisateurs à Hollywood. Des réalisateurs auteurs qui s'en battent les couilles des studios, qui veulent faire les films qu'ils ont envie de faire
Et quitte à les faire avec 3 fois rien. Donc, le nouvel Hollywood, hein, Coppola, De Palma, Spielberg, Scorsese, Cimino, Hopper, Mike Nichols, Arthur Penn, Cassavetes, etc. Toute une génération de réalisateurs qui vont s'affranchir des codes américains, notamment des grands codes des studios et du code Hays. Et chacun à sa façon. J'y reprenais Arthur Penn pour le film Bonnie and Clyde. Je veux dire, là, on suit littéralement un couple de criminels qu'on apprécie, qu'on aime et qu'on admire. Donc déjà, niveau code Hays, on est mort, là. Mais surtout, et attention spoiler, regardez comment leur cavale se termine. Et c'est pas un hasard si j'avais déjà montré cette scène dans une autre vidéo. Parce que, ça marque, en termes de mort brutale, c'est assez net, là, non? De Palma de son côté, alors lui... Yeah, but then now we see the movie Saw, and we're like, that's for like 6-year-olds could watch what we just watched. Saw is what you cannot let kids watch. And we have a whole other set of movies now with, well, you want to talk about gruesome murders and death. Ooh, that's nothing. Yeah. Il va montrer, vas-y, de la nudité. Oh là 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 il va là montrer là une là. femme qui a ses règles. Donc, Oh, what the fuck? Oh, Carrie. Harry, il va montrer Bien sûr, Carrie. de la perversion sexuelle dans Pulsion. Coppola, alors j'en parle même pas, la criminalité, la violence, le sexe, que ce soit Le Parrain ou Apocalypse Now. Scorsese. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus, quoi? Regardez Taxi Driver. Taxi Driver, on a quand même une pute qui est interprétée par une gamine de 15 ans. Jodie Foster, elle s'appelle. Hein, voilà, bref. Et donc là, on va voir surgir des films qui, encore aujourd'hui, ne peuvent pas passer à la télé aux États-Unis. En tout cas, pas sur les chaînes nationales gratuites. Oh, Donc, les wait. films, ils sont Oh, that's a whole other ball game. 3 national channels. Oh là là. You want to talk about censorship. coupés, bipés, censurés, ce que vous voulez. C'est la fameuse blague de Shirley qui dit dans un épisode de Community qu'elle a vu le film Pulp Fiction dans l'avion. Sous-entendu, donc, elle a vu le film avec le prisme de la censure qu'on trouve encore aujourd'hui fait par les compagnies aériennes. Et elle en dit la chose suivante. It's a 30-minute film about a group of friends who like cheeseburgers dancing in the Bible. Épisode au passage réalisé par Richard Ayoade, que vous connaissez peut-être, il a joué dans IT Crowd le rôle de Maurice Moss. Voilà, c'était juste pour l'info. Parallèlement à ça, je le disais donc, la télévision se démocratise et il y a 2 personnes qui vont être importantes pour la suite de notre histoire. Oui. Ben voilà. Ben voilà. I'm going to stop right here. I was trying to find the way to stop and where would be a good place to stop. But I guess I'm going to stop it here. And look, it happens to be exactly 1 hour. So exactly part 1 completed with the most ridiculous, absurd nonsense of censorships that I've ever heard in my life. It's just ridiculous. But for regular TV, I think it's worse. See, for television shows, actually almost everything has gotten worse. Not better. Things have gotten worse. I think from this era, they got way better. Just think of Married with Children, with Al Bundy, Peggy, the whole family. Just think of that show, Married with Children. So how that was on TV. And it was the #1 show for like year after year after year. It was like everybody adored, loved them. We would die laughing. And the humor was dark, raw. There was, any racist, fat phobia, homophobic, you name it, it was on that show. And we all loved it. We all laughed. Then, that's it, man. It's called cancel culture. Then arrived in the United States. Cancel culture. Anybody who does this, that, this, or that will just be canceled and never be allowed to work again. And very quickly, the shows like Married with Children went away. They went away. There's none like that anymore. If you haven't seen Married with Children and the amazing Al Bundy, you already missed out on what could have been, what today could have been like if cancel culture never appeared and just literally ruined absolutely everything. Like, I don't even know how we allow this shit. It's just a group of people,
You know, we have a lot of population in our countries. A lot. Millions and millions and millions and millions of people. And somehow we just allow like a group, maybe a couple hundred people to just make some decisions that affect all those millions and millions and millions and millions and millions of people. And we just sit back and say, okay, I can't say that anymore. Okay. What? If I say that, I might offend somebody, so I can't say it anymore? Or I'll lose my job? Okay, like, I guess we're just all too weak. We're just too weak. No one stands up for shit no more. Because easily we could say, fuck you. We want nothing but Al Bundy shows. That's all we want is Married with Children shows. We want daytime. We want shows like that. That's what we want. That's it. I don't give a shit about who it insults. That's what we want to watch. If it insults 200-300 people, who gives a shit? But no, we let those 200-300 people make the decision for us. It's crazy. I'm telling you. It just takes one good war against your own, not a war against another country, a war against your country, to show them who's boss, who's bullshit. You know, numbers in power is what wins. But they are terrorized of that. Terrorized of that. That's why the moment we're born, they have to brainwash you. They have to, this is the lane you're going to take. This is the lane we expect you to follow. We expect you to go to school. We expect you to go to work. We expect you to make money so that you can give us money. We expect you to buy a house and live on this land. We're going to make you pay property tax for that land, by the way. And when your house is paid off, you're still living on dirt. And that dirt is my dirt. You're going to pay me forever, for eternity, for having your house on my dirt. And people just went, okay. Well, anyway, I could go on and on and on about my complaints of how governments and this world works and how people have just accepted to be puppets. We've accepted to become puppets. But this guy just made an incredible amount of good points. I mean, an endless amount of good points. And I can't wait to see what he says on the second half. I cannot wait to see, because he's going deep. He said, oh, by the way, now I have to edit this because of what I just explained to you guys before. You're not going to see any of that shit on my videos. I do not trust YouTube as far as I could throw them. I don't trust them. They have screwed me over and over again, and I just can't take any more risks. I can't chance it anymore. You know, they're my boss at the end of the day. They own me. I have to do what YouTube says. See, it's the same shit. It's the same shit as a government or any other kind of entity that has power over you. I'm showing you right now. I have to do what they say. If I don't, they say, get the hell off my platform. And that's it. And because they're a monopoly, not like I could say, that's all right, I'll just go to XTube. XTube has, 20% less people than YouTube. I don't give a shit. I'll go on XTube and I'll make channels there. It doesn't exist. XTube don't exist. The closest channel, the closest platforms are maybe 5% of what YouTube is. So there you go. That's it. I have to go. Yes, YouTube. Yes, you are right, and I am always wrong. And that's it. Can't argue. So I will go back now, and I will watch this video, which is posted on YouTube, on this gentleman's channel, and I will blur out what he freely is able to post. Because apparently he's not getting in any trouble. But I will. I promise you I would. I would. And because I've had the problem already,
Now you're talking about like repeat offender. You know what I mean? Now you're getting big trouble. Big trouble. So yeah, go back and I'll blur the shit. And then tomorrow, if I have time, because it'll be another hour, we'll do the second half. Et voilà. But this guy, you could tell, il est pas con celui-là. Il est pas con du tout. Il est très intelligent. He knows his shit too. You could tell he did his research. He did his homework. He knows what he's talking about. Even the shirt he's wearing, he knows what he's doing. You can't do nothing about this shirt because it's missing 2 dots. You know what I mean? Deux petits cercles. That's a hard word. A cercle. Yeah, I guess that, right? It's missing the cercle. The cercle. The cercle. Voilà. Ooh. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine. Et on continue demain.